Mon nom est Gilles Drolette, je suis secrétaire de la Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Lorette qui a été fondée en 1987, il y a 26 ans. Et la corporation s'intéresse beaucoup évidemment à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette qui a été bâtie en 1674 par le Père Chaumonot. Alors moi, c'est en 1983, il y a exactement 30 ans, que par curiosité historique, j'avais voulu voir à quel endroit était la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Et sur les indications d'un sacristain, j'ai eu la permission de fouiller. Dès le premier coup de pelle, on a trouvé le mur est de la chapelle. Et dans ce mur, il y avait les fondations de la cheminée. Et ça authentifiait le site parce que Loreto, en Italie, il y a une cheminée qui porte la Vierge de Lorette dans la Sainte Maison de Nazareth. Alors, après la découverte de 1983, avec M. Michel Gaumont, il m'a dit qu'il faudrait rassembler les documents relatifs au Père Chaumonot. Alors, pendant 30 ans, on a accumulé 3000 pages avec le Père Adrien Pouliot à l'époque, en 1986, 85-86. Et c'est sûr qu'on a eu beaucoup de détails concernant la chapelle. Donc, on a eu des recherches dans les livres, là, les relations des Jésuites, mais ça a produit l'intérêt de vouloir connaître le lieu de naissance de l'ancienne Lorette. Finalement, c'est peut-être le seul lieu archéologique à l'ancienne Lorette, le site de la chapelle de 1674. Alors, je m'appelle Émile Loranger, maire de l'ancienne Lorette depuis 1983. Alors, Gilles est venu me voir à maintes reprises, puis il a écrit des bandes dessinées sur le Père Chaumonot, la vie du Père Chaumonot, et qui finalement, à peu près, le Père Chaumonot ne peut pas, à l'ancienne Lorette, ignorer l'importance qu'il a eu dans notre histoire. C'était le fondateur, à toute fin pratique, de la ville de l'ancienne Lorette, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on l'a présenté sous toutes ses facettes, etc. Et Gilles caressait l'idée, il caresse encore d'ailleurs l'idée de remettre sur pied la chapelle du Père Chaumonot, qui est la première église de la bourgade de Lorette, qui était à la base de notre ville qu'on connaît. Et de fil en aiguille, on s'était intéressé à ça. Après ça, sont arrivés les fouilles archéologiques, qui étaient un premier pas dans la direction que peut-être un jour on pourrait voir renaître sur le territoire, à l'endroit même où ça existait au départ, la dite chapelle. Il n'y a pas eu de considération autre pour la prise de décision de dire on appuie cette initiative-là, autre que de dire bien, c'est quelque chose qui est chez nous, qui est ignoré pour l'instant parce que les fouilles n'ont pas été faites, donc on doit s'impliquer là-dedans. On sachant pas ce qu'on va trouver, allons voir, puis on verra s'il y a quelque chose à faire avec ça. Le but, qu'on ne discute pas longtemps, parce que d'emblée, on est tous d'accord au Conseil là-dessus, parce qu'on a un vécu derrière nous autres qui nous ont amenés à dire qu'il faut être ouvert au développement culturel. C'est l'enfant négligé dans toutes les municipalités. Donc, nous, évidemment, à moins que ce soit des coûts astronomiques, là, on va y réfléchir plus longtemps, mais d'emblée, on a la tendance à dire oui aux initiatives, dans la mesure où il y a une chance minimale de succès. Je m'appelle Armand Labbé, je suis secrétaire trésorier de la Société d'histoire. Mon premier contact, c'est les écrits, les articles qui ont paru dans les journaux depuis que ce projet-là fonctionne, la bande dessinée pour ce qui est de connaître Père Chaumonot et aussi de côtoyer Gilles Drolette, qui est membre fondateur de la Société d'histoire, qui nous en parlait avec beaucoup de passion et de conviction. La collaboration a commencé dès qu'on a appris, la collaboration plus étroite a commencé dès qu'on a appris que l'argent était disponible à la Société d'histoire pour un projet. On n'avait pas de projet immédiat et c'est là que la Société d'histoire, de façon très spontanée, a décidé de travailler conjointement avec la Corporation de la Chapelle pour mettre en marche justement ces fouilles qu'on attendait depuis si longtemps. Alors, je m'appelle Julie Labbé, agente de développement culturel pour la ville de l'Ancienne-Lorette depuis août 2010. Le projet qui était mis à l'avant, le plan stratégique qu'on avait mis dans le plan d'action avec le ministère, c'était prévu qu'on divisait les sous en deux pour les deux organismes qui œuvraient en histoire patrimoine à l'Ancienne-Lorette. Finalement, le choix a été fait que, vu qu'il y a des gens qui se connaissent dans ces deux organismes-là, ils ont décidé spontanément de se jumeler ensemble. Donc, les sous qui étaient divisés devenaient unis, donc ça faisait un plus gros montant. Donc à la base, ça c'est quelque chose d'assez important de voir qu'il y a eu
un jumelage de 2 organismes qui s'est fait naturellement, puis qui sont venus me voir pour me dire « c'est-tu possible de faire ça pour profiter du montant total? » Ensuite, il y a eu l'aide de la ville, plus côté technique sur le terrain, avec les travaux publics, qui ont dit oui quasiment tout de suite pour fournir le montant nécessaire à la machinerie. Mais le reste, il y a eu une forte et une très grande campagne de financement qui a été lancée dès que le projet est accepté par la paroisse. On a eu une première rencontre, un coup que la paroisse a fait vraiment l'acceptation du projet, qu'on puisse ouvrir le site et le refermer. La condition était qu'on le referme tel que tel. Donc, ça a été accepté. Il y a eu une première rencontre pour sélectionner quel archéologue allait faire le projet. L'équipe qui a été rencontrée, ça a été, je te dirais, la seule parce que c'était eux qui proposaient le projet le plus réaliste pour la place, pour l'ampleur du projet, pour la disponibilité de tout le monde. Donc, les questions techniques, naturellement, les archéologues les ont pris en charge sur leur épaule, la demande de permis, la documentation spécifique au site. Ils ont fait eux-mêmes les relations entre la documentation et les fouilles de 83, tout ce qui a été ramassé depuis, puis les prévisions de ce sur quoi ils pensent aller chercher dans le projet 2013. Alors, je m'appelle Jean-Yves Pintal, je suis archéologue et j'ai ma propre entreprise. Je suis un travailleur autonome, là, une petite entreprise en archéologie, consultant en archéologie au Québec. Alors, c'est la corporation de la chapelle du Père Chaumonneau là, qui nous a contactés parce qu'ils étaient intéressés à poursuivre les recherches archéologiques qui avaient été déjà entreprises en 1983. Alors, on les a rencontrés un soir à leur domicile, tant la corporation que la Société historique de l'ancienne Lorette. Puis là, ils nous ont un peu parlé de leurs objectifs, quelles étaient leurs attentes par rapport à des travaux archéologiques. C'est là qu'on a pris contact, ils ont vu un peu si on était sérieux ou pas, puis si on était intéressé. On a discuté un peu de prix, naturellement, là. Puis à ce moment-là, je pense qu'ils ont réalisé qu'on était quand même relativement sérieux et que c'est ce genre de terrain qu'on était capable de faire. Donc, ils nous ont confié le mandat. À partir du moment où on a un mandat, nous, la première réaction, c'est d'aller consulter l'ensemble de la documentation existante. Il y avait déjà eu des travaux dans les années 80 qui avaient permis de localiser une partie de la chapelle, surtout la maison des Jésuites. Donc, on avait aussi un indice, là, un tracé au sol qui localisait à peu près l'emplacement des fondations de la chapelle. Donc, on a pris cette information-là et là, on a développé une stratégie de terrain. C'est-à-dire que nous, par rapport à des bâtiments du régime français qui sont à peu près bien localisés, donc c'est beaucoup plus facile que par rapport à un site préhistorique perdu dans la nature. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer des carrés afin de localiser certains des éléments du bâtiment. Dans ce cas-là, c'était de trouver un coin. À partir du moment où on a un coin du bâtiment, c'est facile d'établir une autre opération afin de découvrir l'autre coin du bâtiment. Puis après ça, ce qu'on va chercher, c'est la porte. Quand on a un bâtiment à 2 coins, on cherche les ouvertures. Et après ça, de poursuivre le bâtiment afin d'avoir les 4 coins et on a sa forme, ses dimensions. Donc là, c'était les premiers objectifs, là, donc généraux de l'intervention. Bien localiser les fondations de la chapelle, comprendre comment elle avait été construite aussi. Ça, c'est un peu au moment où les travaux de fouille commencent. Là, on va essayer de mettre au jour ces éléments de construction. Donc, c'est des éléments architecturaux qu'on va chercher. On est ici sur une terrasse de 50 mètres, c'est-à-dire qu'à l'époque de la mer Champlain, il y a à peu près 10 000 ans, ça ici, c'était une grande plage, puis probablement qu'il y avait des phoques là, qui vivaient dans la rivière Lorette, qui était à l'époque, dans le fond, la mer, qui c'était de l'eau salée. Donc, les eaux se sont retirées, c'est devenu une espèce de grand replat qui s'est tranquillement recouvert de végétation. D'après le sol qu'on a vu ici, nous, ça semble être des résineux. Pensons à des pins, des pruches, des sapins. C'est ça qui poussait, c'est une forêt de résineux qui poussait ici. C'est le type de sol qu'on a trouvé. Et on n'a pas trouvé aucune trace d'occupation amérindienne ancienne. Il semble que la première occupation dans le secteur, c'est vraiment le Père Chaumonneau avec sa chapelle et les Autochtones qui vivaient autour. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est donc les vestiges architecturaux. Il y a avec les objets, naturellement, qui témoignent de la vie d'une chapelle. C'est certain qu'on est devant une chapelle, on n'est pas dans une maison. Il ne faut pas s'attendre à trouver un set de vaisselle complet. Il y a très, très peu d'objets, dans le fond, qu'on laisse dans une chapelle. Ceux qu'on a trouvés témoignent, effectivement, de la présence d'une chapelle qui est fréquentée par des gens, là, pas si riches que ça, qui ne laissaient pas tellement de choses tomber que ça. Mais après son abandon, parce que c'est, disons, 1725, la chapelle est abandonnée, elle est démolie, elle est détruite. Mais là, après ça, le site continue à vivre, lui. Pendant un certain temps, il semble que le site a été abandonné. Il y a une petite couche de végétation qui s'est formée. Probablement qu'il y a un petit peu d'herbe qui a repoussé. Puis là, il y a une église qui a été construite. Dans le fond, la première église de l'ancienne Lorette a été construite à
une trentaine de mètres à côté. Et il semble qu'on se soit servi de ce terrain-là comme cimetière. Ce qui fait que les gens ont creusé des tombes pour enfouir leurs morts. Ça, c'est les premiers habitants de l'ancienne Lorette. Et ils ont percé la chapelle du Père Chaumonot pour enfouir leurs morts. Donc, on voit très bien les modifications dans le sol et on trouve des corps là, qui témoignent de la présence de ce cimetière-là. Après ça, l'église, elle, a été démolie, ils en ont reconstruit une autre. Le cimetière a été transféré vers l'arrière. Ça, c'est devenu une espèce d'aire de circulation et un jardin. Donc, par le curé de l'ancienne Lorette, lui avait son jardin ici. Fait que nous, on voit très bien les traces là, les sillons de charrues qui ont modifié l'apparence du site. On peut fouiller les sillons de charrues et on voit le matériel là, de 1780, 1820, 1850. On voit le sol agricole qui se développe tranquillement, qui est brassé. Puis on peut suivre la séquence d'occupation qui monte, qui monte, qui monte. Puis là, à un moment donné, on voit que ça devient un aire de circulation. Là, ils vont mettre du 3/4 à grandeur, bien compacté. Là, le site est bien filé. Puis là, c'est dur. Là, on tombe dans du 1900, 1925. Puis là, après ça, on tombe une autre couche de 3/4. Là, c'est celle de 1940, 1950, avant qu'ils mettent l'asphalte. C'est de la lecture qu'on fait, nous, des couches de sol. Donc, le site archéologique, pour nous, toutes les phases d'occupation sont importantes parce que chacune peut avoir des répercussions sur ce qui s'est passé en dessous. Entre autres, dans une section du site, on a trouvé un gros coup de bucket. Il semble que peut-être au moment où on a construit l'église actuelle, les tailleurs de pierre vivaient dans ce coin-là et ils se sont fait une espèce de fosse, soit d'aisance ou pour mettre leur nourriture. Puis on voit la tranchée qui passe à travers la chapelle du Père Chaumonot. Puis ils ont mis des choses là-dedans. On trouve des boulons là, du 20e siècle. Donc le site archéologique, c'est quelque chose de vivant, même s'il nous rappelle s'il peut avoir 300 ans d'ancienneté. Je m'appelle Stéphane Noël, je suis archéologue consultant, puis je travaille au site de la chapelle Notre-Dame de Lorette. On ne s'attendait pas qu'elle était aussi bien préservée que ça. Surtout, les fondations de maçonnerie, bon, ça, on pouvait s'attendre que c'était quand même bien préservé, mais il y a aussi les solives du plancher qu'on a trouvés. À tous les 6 pieds, on a au moins les restes de 5 solives en bois, très, très bien préservés, qui est vraiment exceptionnel pour un site de cette période-là, 17e siècle. En fait, ça s'explique par le fait qu'ils ont mis du mortier par-dessus les solives, puis ensuite, ils ont mis le plancher par-dessus. Donc, je pense que le mortier a aidé à préserver aussi le bois, là, qui est super intéressant. Puis, on a vraiment beaucoup plus d'informations qu'on pensait. Tous les modes de construction, jusqu'au l'assise de briques au fond, les solives du plancher. On a vraiment beaucoup d'informations, pas juste sur la structure, les murs, mais aussi sur l'intérieur de la chapelle, qui est super intéressant aussi. Là. Ouais, ça, on a trouvé une petite pièce en alliage cuivreux avec des décors, un décor en losange. Il y a des losanges dessus, puis il y a l'air d'avoir un petit trou pour un rivet. Ça reste un peu encore hypothétique, mais on a l'impression que c'est probablement relié peut-être à un antiphonaire, un livre religieux ou peut-être un petit coffret. Il faut falloir vérifier ça en laboratoire parce que les collections, si on ne peut pas trouver un exemple similaire ailleurs, mais c'est super intéressant. Puis ça parle vraiment de la fonction du site aussi. Puis c'est quand même un objet particulier là, qui ne se retrouverait pas sur n'importe quel site. Là. C'est un des objets particuliers qu'on a trouvé ici. Quand on revient de la fouille, évidemment, on reçoit les sacs qui ont été emballés, les artefacts qui ont été trouvés par un niveau archéologique, par l'eau. On les reçoit comme ça. Ça nous permet après ça de les traiter, de pouvoir les conditionner pour tout le traitement, les analyses qui vont être faites après ça ici en laboratoire, au bureau. Évidemment, on vide le sac sur la table, on fait le premier tri, un tri préalable pour le traitement. Tout ce qui est en céramique, donc les fragments de vaisselle, des choses comme ça. Tout ce qui est en verre aussi, c'est tous des objets qu'on peut directement nettoyer à l'eau. On les prend ensemble, on les met dans la passoire, puis on va pouvoir les déposer dans l'eau, puis après ça, les nettoyer avec une belle petite brosse à dents. Il y a des objets un peu plus fragiles, comme le nacre, en fait, des fragments de coquillage, qui eux, généralement, on les lave à l'eau, mais sans les immerger complètement. On les nettoie légèrement. Il y a l'os. Idéalement, il faut aussi le faire sécher avant de le frotter à sec, puisqu'il y a plus de chances qu'il s'altère trop rapidement et qu'il pourrisse si on l'ajoute à l'eau. Donc ça, c'est un élément important. Le métal aussi, on l'isole toujours à part, que ce soit le fer, les clous, des petits objets en cuivre comme ceux-là. Ces objets-là, on les laisse sécher pour ensuite aussi les brosser à sec, pour qu'on puisse bien dégager chacune des caractéristiques, pour enlever la corrosion active, puis permettre après ça de faire une meilleure identification, puis un meilleur traitement, puis de stabiliser un peu plus les objets quand ils vont être entreposés dans des conditions plus stables. Dans un deuxième temps, après avoir terminé
le tri et le nettoyage humide, dans le fond, à l'évier, le nettoyage des artefacts. On les met sur le séchoir. On les met évidemment par l'eau, par provenance archéologique, pour être sûr de ne pas les perdre. On conserve la provenance, les étiquettes. On les met toujours dans un secteur le plus isolé possible pour qu'on puisse tout retrouver, tout ce qu'on cherche, et qu'aucune provenance archéologique soit perdue. Comme ça, ici, vous avez un exemple. Donc, il y a une quinzaine de lots archéologiques qui sont tous sur cette tablette-là. Présentement, il y en a 3 qui ont été commencés. Les objets sont en train de sécher. D'ici quelques jours, je pourrai finir le conditionnement. Donc, les objets qui ont été nettoyés à l'eau vont pouvoir être réemballés par matériaux dans des sacs et avec chacun leur étiquette respective. Les objets en métal et les os vont devoir être brossés à sec, puis ensuite, après ça, réemballés également. C'est le type de processus qu'on fait là, avant l'analyse des objets directement qu'on passe à la salle de travail. Quand on nettoie le métal, il faut toujours idéalement essayer d'enlever le plus de corrosion possible. Et la hotte est surtout utile pour ça, parce que la poussière de la corrosion du métal est très dangereuse pour la santé. Le nettoyage des objets en métal, c'est essentiellement pour enlever le plus gros de la corrosion et de la terre qui reste. Parce que pour faire réellement un bon travail, il faudrait faire un nettoyage en laboratoire de restauration avec d'autres procédés qui permettraient de stopper complètement la corrosion et de l'enlever entièrement de la structure. En faisant un nettoyage comme ça, nous, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du préventif. C'est vraiment retirer le plus gros. Il y a toujours une grosse partie qui reste. Parce que si on essaie de casser les concrétions, souvent on va finir par casser l'objet, par casser le métal. Alors, les principaux éléments de l'intérêt de la recherche historique, ça a été de voir la personne du Pêche-Monod qu'on a découverte ou redécouverte, mais aussi le fait que la chapelle était construite sur le modèle de la Sainte Maison de Nazareth. Alors ça, au niveau théologique, c'est très important, parce que là, l'Annonciation, l'Incarnation, la vie de la Sainte Famille, c'est quand même des gros morceaux des mystères chrétiens. Et donc ça a été la découverte au niveau valeur de la chapelle, là, qui est la plus décrite de toutes les relations des Jésuites, et vraiment, en fait, sur le modèle de la Sainte Maison de Nazareth. Donc, c'était une chapelle unique. Il y en a d'autres au Canada, mais faite comme ça, c'est unique au Pêche-Monod. Ben oui, quand on parle d'histoire qui remonte à 1673, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes ou de paroisses qui peuvent en parler de façon aussi précise que M. Drolet peut le faire grâce au legs de Pêche-Monod. Alors, à partir de là, ben, on est capable de progresser et faire des liens et susciter un énorme intérêt, je pense. Mais comme je disais, dans l'entente culturelle, on avait des montants spécifiquement pour le rayonnement de l'histoire et du patrimoine, autant du côté plus recherche, dont le projet d'archéologie rentrait là-dedans, autant du projet publication, diffusion et animation. Donc, l'ensemble des budgets qui sont disponibles pour les prochaines années vont probablement être débloqués pour faire rayonner le projet de recherche en fouilles archéologiques. Donc, moi, ce que j'ai fait pour essayer de marier un peu les deux pendant le projet de fouille, que ça reste pas juste un projet terrain qui touche personne, puis que tout à coup, il y a du monde qui passe à côté du site, puis oh, tiens, il y a des fouilles archéologiques. Non, on a été chercher un petit côté de diffusion en même temps. Donc, il y a eu des panneaux d'interprétation qui ont été mis sur le site constamment depuis qu'ils ont ouvert l'asphalte, jusqu'à temps qu'ils remettent le terrain à neuf, là, si on peut dire. Il y a eu une porte ouverte où les archéologues étaient présents, puis les organismes aussi, parce qu'ils ont fait leur propre job d'interpréter l'histoire de ce site-là. Il y a eu d'autres petits moments aussi où les archéologues ont pris de leur temps pour venir expliquer ça à des groupes spécifiques, des groupes scolaires. Ça a été vraiment comme un add-on que, vu que le site était à l'extérieur, entre une école, une bibliothèque, une caisse populaire, c'était comme un site quand même où les gens pouvaient être passagers, se transporter d'un bord et de l'autre, puis arrêter là. Puis il y a eu éventuellement aussi une grande cérémonie qui a eu lieu le 16 juin, où M. l'archevêque de Québec est venu, des gens de la nation Huron-Wendat sont venus. Il y a eu aussi des représentants des Jésuites. Ça a été une cérémonie, oui, à caractère spirituel, mais pour signifier l'importance du Pêche-Monod et de sa chapelle. Donc, après la cérémonie, le site était ouvert,
Puis les gens pouvaient faire un parallèle entre ce qui était dit par M. l'archevêque, par les représentants des Jésuites, par le grand chef de la nation, Ron Wenda. Ils pouvaient aller voir sur le site qu'est-ce qu'il en était, autant par les panneaux que par la présence d'archéologues, que par concrètement sur le terrain, on voyait les traces de ça. Donc, je pense que ça a été gagnant-gagnant d'aller chercher ce petit côté animation-là, en même temps qu'il y avait un gros projet de recherche et de catégorisation et compagnie du site de la chapelle. Tout ça vient ensemble. Tout ça a fait en sorte que le projet a été porté puis reconnu et connu par le public. Moi, je pense que si on réussit à avoir une collaboration avec la fabrique, avec la population, nous, du Conseil, moi, je pense que c'est une bonne idée d'envisager une reconstruction de la chapelle. Parce que ça pourrait donner lieu à certaines activités, des mariages, des choses comme ça. Il me semble qu'il y aurait quelque chose de bien à faire avec ça, à condition qu'on puisse, par contre, en élargir l'utilisation un peu plus grand que le territoire de la ville de Lac-Saint-Honoré, donc dans un circuit touristique, etc. Et ça, c'est un bout que moi, je ne connais pas très bien, mais il y a des spécialistes là-dessus. Mais dans ce cadre-là, moi, je pense que c'est une aventure le fun.